Shaggy! Oh my goodness me! Alors, Joe, comment tu vas? Je vais très bien, Alexis. Bonsoir. Aujourd'hui, dans notre premier épisode de Randori avec Alexis, j'accueille Joe Faufier. Le vrai nom, c'est Joseph Faufier, mais on est habitué à l'appeler Joe Faufier, qui est un ancien pensionnaire de Cambrai, ou toujours pensionnaire de Cambrai, mais qui est actuellement aux côtés du Gabon, et où il se développe dans un nouveau club, où il fait profiter à nos frères gabonais de son expérience d'entraîneur. Joe Faufier, c'est un entraîneur de judo avec plus de 20 ans d'expérience, peut-être même la trentaine d'années d'expérience déjà, que j'ai rencontré sur les tatamis quand j'étais beaucoup plus jeune, quelqu'un qui est extrêmement sympathique, qui m'a frappé, que j'ai toujours eu plaisir à rencontrer et avec qui discuter. Alors Joe, comment ça se passe? Oui. Où est-ce que tu es actuellement? Il fait quelle température? Parle-nous un peu de toi. Alors, Alexis, je vais bien. Je suis au Gabon, particulièrement dans la ville de Port-Gentil. Actuellement, le climat est calme. Nous sommes en saison sèche. Voilà, la ville est calme, elle est tranquille. La bouffe ici, elle est un peu grasse, donc voilà. Je suis passé de 74 à 84 kilos. Waouh! Mais bon, ça va. Donc Donc, tout va bien, la santé. Oui, je t'écoute. tu as moins de 90 plein maintenant. Je suis un 90 plein, mon gars. Ok. Mais bon, je vais enlever. Je suis en train de me battre pour enlever ça quand même. Il y a eu un Ah, petit laisser-aller, mais ça va aller. c'est le muscle, c'est correct, hein? Mais si c'est la graisse, bon, peut-être qu'il faut enlever quelques kilos. Ouais, il Tu faut as chasser quelques kilos. ton ami Moukete, il va t'aider à faire les descentes de masse, c'est un spécialiste. Ouais, Donc aujourd'hui, on a un programme assez simple. On va parler premièrement de l'ouverture de saison qui s'est déroulée le week-end passé à EDA. Ensuite, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant l'année 2022. On a eu quelques judokas qui ont quitté l'équipe nationale et qui sont partis. On parlera ouais, du kimono d'or de l'année passée. Et on parlera un peu de ce que tu fais au Gabon, ou beaucoup. Ça va dépendre de ce que tu as à nous dire à propos. Et on d'accord. clôturera peut-être dans les divers avec la circulaire ou la note de la fédération récente où il y a eu pas mal de gradés, pas mal de personnes qui ont eu des grades honorifiques. J'espère que tu es en forme. D'accord. On va parler. Comme tu sais, randonnée avec Alexis, c'est un vrai randonnée. On le fait avec sincérité. Donc, on ne fait pas de fausses attaques. On ne fait pas on triche pas. On y va, on y va à fond. Euh, tu- si tu es passif, tu vas prendre un chilo. Alors, D'accord, ça marche. tu étais à aider à. Non, bon, pas toi, mais disons qu'Amra était aidé à le week-end. Je suppose que tu as peut-être regardé un peu la vidéo ou du moins le live qui s'est passé sur YouTube. Si tu as réussi, moi j'ai eu beaucoup de mal. Mais dis-moi, quels sont tes retours? Comment tu as vécu la compétition? Quelles sont tes impressions à propos? Alors, mes impressions par rapport à l'ouverture de saison à EDA, hommage aux défunts. Euh, Moi aussi, tout comme toi, j'ai eu du mal un peu à me connecter, à suivre le live sur la page YouTube de la fédération, parce que ça ramait énormément. Mais j'ai pu quand même suivre quelques combats après. Alors, d'entrée, je pense que le tournoi s'est bien déroulé. J'ai vu pas mal de clubs. J'ai regardé un peu la liste des clubs qui étaient engagés. On avait une bonne vingtaine de clubs. C'est déjà pas mal. Donc, voilà, avec près de 200 judokas engagés. Sinon, dans l'ensemble, on a vu, j'ai vu quand même pas mal de belles choses, hein. J'ai vu pas mal de belles choses. Ce que je félicite d'abord, c'est le fait que la tradition soit respectée parce que le tournoi des DA Hommage aux défunts, c'est une compétition qui va pratiquement 8 ans, 9 ans, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est depuis 2013. Voilà. Donc, c'est un vieux tournoi déjà. Et beaucoup de clubs restent fidèles à la tradition. Donc, Alexis, honnêtement, j'ai vu de bonnes choses.
notamment dans la catégorie des moins de 60 kilos où le fusil a changé d'épaule. Celui qui tient actuellement la catégorie, bon, celui qui tenait, la catégorie est tombée. On a vu aussi, comment je veux dire, des jeunes cadets juniors engagés chez les seniors qui commencent à monter un peu. Donc, ça a proposé quand même de belles choses. Donc, dans l'ensemble, honnêtement, je suis un peu satisfait par rapport à EDA. OK. Mais cette histoire de live, là, c'est quand même compliqué parce que c'est une très belle initiative que la fédération a lancée. Je pense que la fédération essaie de faire des lives depuis 3 ou 4 ans. Mais c'est toujours un peu une expérience mitigée. Je veux dire, c'est toujours très compliqué finalement de suivre les compétitions en live sur YouTube. Selon toi, quel est le problème? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'on ait tant de mal à faire de coller ce côté live-là? Oui, effectivement, Alexis, c'est une très, très belle idée. C'est une très belle initiative de faire les lives. Mais je ne sais pas d'où vient le problème. Peut-être qu'il est matériel. Peut-être que c'est le matériel, les outils qu'ils utilisent qui ne sont pas peut-être adéquats pour faire des lives. Ou peut-être c'est un souci de connexion. Peut-être la bande passante qui n'est pas bonne. Parce que honnêtement, ça rame beaucoup. Pour nous qui ne sommes pas au pays, c'est un cauchemar en fait de regarder, euh, de regarder les lives. Donc, Oui, oui, oui. honnêtement, Ah, c'est un plusieurs fois, cauchemar en fait. je me suis réveillé tôt le matin. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, bon, voilà, on a tel tournoi, on a le Open, on a tel tournoi. Si tu veux, on peut regarder. Et puis, on lance YouTube sur la télé. Ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Tu es obligé d'éteindre la télé et passer à autre chose. Je veux dire, Ouais, tu es réduit à c'est attendre obligé. que la compétition soit publiée pour savoir finalement ce qui s'est passé. Ou, par chance, on a souvent un groupe WhatsApp là où toi et moi on est, où des fois tu as des personnes, des personnes très gentilles, généreuses, qui nous font des lives, donc qui nous écrivent que tel a battu tel, parfois avec Ouais. des petites erreurs, Et mais parfois, qui nous partagent des bouts, des petits extraits de vidéos. voilà, Donc, c'est c'est un groupe, c'est un petit groupe assez sympa quand même. Voilà. Mais selon toi, est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que finalement la fédération se lance dans un projet qui est très beau, mais qui finalement n'est pas demandé? Ou alors tu penses qu'il y a quand même une grosse diaspora qui aimerait voir les tournois et qu'il faudrait vraiment que la fédération résolve ce problème? Je pense que la fédération devrait tout faire pour résoudre ce problème. Parce que la demande au niveau de la diaspora pour visionner les vidéos, les compétitions au Cameroun est très forte. Tu vois, parce que moi, par exemple, je suis un entraîneur de club à Camraï. J'ai des petits que j'ai laissés. Quand ils vont en compétition et qu'il y a un live, je fais tout pour me connecter parce qu'à partir de là, c'est le seul moyen pour moi de les suivre. Tu vois, de voir exactement ce qu'ils font. Donc, quand je n'y arrive pas, je suis un peu trop gêné. Donc, je suis obligé d'appeler tout le temps ceux qui sont sur place au téléphone, soit sur WhatsApp. Ou alors on est obligé de passer un appel vidéo sur WhatsApp pour essayer de regarder. Franchement, c'est gênant. Je pense que si la fédération essaye d'améliorer les choses, et je pense qu'elle devrait le faire, je pense que ce sera une très, très bonne chose et ce sera bénéfique pour tous. Ça me fait me rappeler que le site de la fédération est en maintenance depuis 2 ans. Est-ce que tu sais ça? Oui, Euh, oui, ça, ça m'arrive parfois d'essayer de rentrer là-bas pour avoir certaines informations, mais ça affiche toujours site en maintenance. Bon, on espère que la fédération va résoudre ces problèmes techniques qui finalement nuisent un peu au spectacle parce que, bon, on a l'impression d'être laissé pour compte. Donc, Effectivement. c'est un appel de cœur qu'on fait à la fédération. Résolvez ces problèmes de live. Prenez une bonne bande passante, je ne sais pas, prenez un compte Starlink ou je ne sais pas, trouvez une solution parce que ça fait bizarre de pouvoir voir des compétitions en live au Sénégal, de ne pas pouvoir le faire au Cameroun. Bon, la compétition Voilà, effectivement. est plus intéressante, Donc, mais on devrait trouver quand même des solutions palliatives. oui, Mais parce sinon, qu'après, sportivement, tu as si, dit passation de pouvoir au niveau des 60, parce qu'on a Kamajou Gabriel, qui était pas vraiment le ténor, mais disons qui était le champion intérimaire. Je vais utiliser un peu le langage du MMA ou de la boxe. Et qui, finalement, son intérim a été très, très court. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il a été surpris par Kwanchon Ahmed, le sociétaire de Camrail Judo Club de Douala. Il s'est pris un bon Soy Toshi pendant la finale. Donc, moi, je savais quand même que le petit pouvait le battre. Donc, samedi dernier, l'acte de mariage a été déchiré. Excuse-moi le thème. Kwanchon Ahmed l'acte de mariage a été déchiré. Je suis très content pour ce petit que je suis particulièrement. Je suis très content pour lui parce que je pense qu'après cette victoire, ça a dû, j'espère que ça a dû débloquer, ça a dû débloquer certaines choses parce que c'est la première fois qu'il réussit à battre Kamajou. Ils se sont croisés déjà plus de 3-4 fois et c'est toujours Gabriel qui a eu le dessus. Donc cette fois, le fusil a changé d'épaule et je lui ai dit, tu sais, c'est facile de se hisser au sommet, mais le plus difficile, c'est d'y rester. Donc, ne pense pas, ne te contente pas d'avoir battu Gabriel aujourd'hui parce que demain, vous allez vous recroiser encore. D'ailleurs, il y a la prochaine séance, c'est Kribi. Donc, il y a de fortes chances que vous vous croisez encore. Il va falloir le rebattre. Donc, ne te contente pas, continue de limer ta machette, mon petit. Comme le grand Dolasem savait si bien le dire. Continue de limer ta machette. Un jour, ça viendra. Exactement. Et puis, c'est parti pour être un mano à mano toute l'année. Et de par mon expérience, quand souvent un gars qui est très régulièrement battu comme ça prend sa revanche une fois, si le prochain combat, il se fait battre, il va sortir du circuit. Si il gagne Kamajou, il devient le champion. Donc, en fait, le prochain tournoi sera un tournoi qui tout double. Soit il est champion, il devient le nouveau patron, soit il se fait battre et sa carrière en 60. Il recommence 3-0. Même pas, sa carrière en 60, parce que s'il se fait battre, il va confirmer que c'était pas. Que déjà, ce qui s'est passé, c'est un cas du hasard, mais il va entériner le mariage. Donc, ce ne sera plus une déchirure d'acte de mariage, mais ça va être comme s'il était un peu allé chez ses parents, étant fâché, et puis son mari est parti. Une légère séparation. Voilà. Une légère séparation de corps. Même pas, parce que la séparation de corps, il faut que ça mette non. Là, c'est comme si bon, il allait un week-end là, et puis on est venu le récupérer. Donc, il faut vraiment que ils prennent ça en compte. On va dire quoi, dans les sports de combat comme le judo, parce que là, on parle du judo sport, qui est un sport de combat, les dynamiques psychologiques sont très importantes. Donc, il faut que ces entraîneurs sachent que là, il est dans une dynamique où il peut devenir le champion, où il peut sortir carrément. Donc, je suis content, pas parce qu'il a battu Kamajou. Kamajou, c'est amusant, mais Ahmed et Kamajou ont été mes élèves. Ahmed au Panthers, Kamajou quand il était au Youk. J'ai travaillé avec les deux, et même très particulièrement avec Kamajou, donc j'aime beaucoup les deux. Je trouve Ahmed, par exemple, très, très curieux, très ouvert, il écoute beaucoup. Kamajou, c'est pareil. Oui. Kamajou écoute beaucoup. Il est un peu renfermé. Il est un peu... il a souvent certains petits complexes, mais c'est un garçon qui a un très bon fond. Donc, j'aime beaucoup les deux. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir que s'il y a une rivalité qui naît, une vraie rivalité qui naît, ça va être très intéressant pour eux. Parce que oui, ça va faire progresser les deux. Les deux vont progresser. Il n'y a rien de mieux dans ta carrière que d'avoir un némésis ou un alter ego qui vraiment te force à travailler, t'envoie à la salle, t'empêche d'avoir des vacances. Il n'y a rien de mieux dans ta carrière. Ceux qui n'ont pas connu ça sont finalement des petites carrières. Ouais, effectivement. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé en 81. On a eu le duel des vétérans ou le duel des néo-vétérans. Ou pas des néo-vétérans, mais les semi-vétérans. Ça me faisait penser à des compétitions qui se passaient en 73 il y a quelques années. Parle-moi de ça. On a eu Bell contre Hell. Ils ont le même nom à une consonne près. Dis-moi un peu, quel a été ton feeling par rapport à ce combat que finalement Bell a gagné? Alors, c'est vrai, au finish, c'est Bell qui gagne. Ça, je pense que les deux, là, ça fait très, très longtemps qu'ils sont en rivalité. Je crois depuis les 73 kilos. Je pense que leur première rivalité, leur premier combat remonte à 2012, hein, une finale de championnat national où Hell finit par battre Yamashita, comme on l'appelle,
par 1 kilo. Après, Oui. c'est une rivalité qui Ça était sortait partie. Voilà, donc c'est une rivalité qui est partie sur au moins, je sais pas, 10 ans. Voilà. Après, tu as le petit Bel qui commence à prendre le dessus et après qui change de catégorie, qui monte en 81 kilos et qui s'impose. Après, il ressort sur les blessures pendant pratiquement 2 ans. On ne l'a pas beaucoup vu sur les tatamis. Elle aussi, qui à un moment aussi a disparu des tapis, très clignotant, et qui vient de temps en temps. Mais bon, après, les deux se retrouvent en 81 kilos. Et puis, ce qui est assez curieux, c'est que ces deux-là se retrouvent en train de faire la finale. Pourtant, on a des bons petits 81 kilos qui sont en train de monter. Il y a un autre là, il y a un petit 81 kilos du Panthers, il y a un autre de Yaoundé Sport. J'oublie un peu le nom. C'est des bons petits qui, qui sont dans une très belle dynamique. Mais je n'arrive pas à comprendre comment les semi-vétérans comme Bell Held se retrouvent en train de faire la finale devant eux pendant qu'ils sont en train de se disputer le bronze ou la 5e place. Donc, ça veut dire à- qu'il non, faudrait qu'il y ait un éveil de conscience chez les jeunes là. oui, et puis après, il y a un apprentissage. Tu sais, le judo, il y a aussi l'art du combat. L'art du combat, dans l'art du combat, il y a une grosse composante. Tu peux être très fort physiquement, tu peux être très technique, tout ça. Mais cet art du combat-là, c'est aussi le fruit de l'expérience. Donc, Ouais, avoir Bell et Hell qui font la finale n'est pas en soi quelque chose de très surprenant parce que c'est quand même deux garçons qui ont une très grosse expérience. Les deux ont des expériences internationales. Euh, oui, on, ça, il ne on faut peut, pas on le peut négliger. imaginer que la qualité de combat qu'ils ont et le randori qu'ils ont dans le corps, ce sont des pensionnaires d'équipe nationale tous les deux, est tel que c'est normal que les plus jeunes qui sont un peu tendres soient dépassés. C'est normal. Maintenant, généralement à cet âge-là, ou du moins à cette phase de leur carrière, l'élément qui est limitant, qui peut peut-être t'empêcher d'exprimer, c'est ton physique et dans la façon à laquelle tu entretiens ton physique. Mais je pense que si elle et Belle entretiennent bien leur physique, parce que il faut le rappeler, Belle a eu une grosse période de coupure parce que physiquement, il a eu beaucoup de soucis. Je crois pendant 3 ans. Oui, Et même avant de partir, quand il est monté en 81, c'était très difficile parce qu'il sortait d'une phase en 73 où il faisait des régimes extrêmement drastiques. Puis oui, en 81, il est monté, il a eu des problèmes, je crois, des problèmes de santé. Ce n'était pas des problèmes de blessure, mais des problèmes de santé. oui, c'était le sciatique en fait. Voilà. Vas-y, dis-nous Oui, en il y a plus. le Tu sciatique. fais partie quand même de son encadrement. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, on a découvert en fait que, parce qu'à un moment de sa carrière, il a commencé à se plaindre des douleurs au niveau de la cuisse, je pense bien la cuisse gauche, qui partait du dos jusque pratiquement derrière le genou. Donc, après, pendant pratiquement 3, 4 à 5 mois, il se retrouvait paralysé. Ben, il a passé une phase assez difficile où pendant 3 mois, c'était difficile, il ne marchait pas, c'était sur béquille ou sur fauteuil roulant. Donc, il a passé une phase extrêmement difficile. Je pense que c'est l'année 2020, oui, et 2021. Ça a été très difficile pour lui. Mais c'est un fighter, il a su se relever et revenir dans la compétition. Mais c'est un mal qui jusqu'à aujourd'hui n'est complètement pas encore fini. Parce que moi, j'ai bien peur que cela revienne encore. Donc, voilà, on a un kiné à Cambrai Judo qui, de temps en temps, essaie de le suivre, qui lui fait des massages réguliers pour lui permettre de retrouver la forme. Donc, je pense que c'est le seul point négatif, c'est le seul point qui a pu entacher sa carrière aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, c'est un petit qui était très, très prometteur, mais voilà, c'est ce petit souci de santé-là qui a dû freiner un peu les choses. Donc, Ça a brisé son élan parce que ouais, avoir un ça a brisé, ça a brisé, problème ça a brisé moteur, son élan. c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas comme si tu avais mal à un doigt et puis tu peux bander le doigt, strapper un peu ça et combattre. Mais avec une jambe à moins, tu ne peux Non, plus c'est faire compliqué. même le parajudo, tu peux pas faire parce qu'il n'y a pas de Non, parajudo. c'est- c'était assez compliqué. Je pense qu'il est passé par une phase très, très difficile, hein, très, très difficile. J'étais allé lui rendre visite. C'était pas évident de voir Belle se déplacer. Ça me faisait mal de le voir complètement immobile. Il pouvait même pas marcher seul, je te jure. Donc,
Il Et c'est à fallait soit partir le porter, de la soit le période mettre où son sur. petit frère Wabo a un peu explosé sur le plan national. Voilà. Comment il a géré ça? Est-ce que son petit frère, quand Wabo a commencé à être très bon, il était un peu comme en train d'entretenir le rêve de son grand frère? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu tenir? Comment est-ce que vous l'aidiez pour qu'il ne sombre pas dans le désespoir? Parce que tu es un athlète, tu es jeune, tu es dans une phase ascendante de ta carrière, et puis tu as une maladie comme ça. Comment tu Mm. gères ça? Comment vous avez géré ça? Alors, il a d'abord fallu le soutenir moralement parce que c'est quelque chose qui était très important pour nous. Il fallait le soutenir moralement. Honnêtement, je ne vais pas te mentir, il avait pris un coup sur le plan psychologique parce que, et nous tous d'ailleurs, parce que c'est un petit, on le voyait monter en puissance. Donc, c'était un espoir. Aujourd'hui, on continue de garder espoir avec ce niveau d'expérience qu'il a pu avoir. Voilà, ça faisait mal de voir un peu cet élan brisé. Et bon, tout ce qu'on pouvait faire, c'est lui apporter le soutien moral et puis le soutien financier pour pouvoir résoudre le problème et essayer de le revoir monter sur le tapis le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un peu, il commence à remonter. Ça fait plaisir que a aidé à une ouverture de saison. Il ait pu se hisser au sommet. Et ce n'est pas la première parce que l'année dernière encore, il y avait un tournoi à Douala. Je crois que c'était organisé par PG Judo, où il s'est encore imposé, 81 kilos. Donc voilà, sur la scène nationale, je pense qu'il continue de faire le taf, hein, malgré, Oui, ça, on peut le malgré dire. les bobos. Je pense que c'est un Oui, tour. il continue de faire le taf. Donc, En tout cas, on croise les c'est doigts pour quelqu'un que. c'est un petit qui a les nerfs solides. Donc voilà, Ok. En il ne tout s'est cas, pas si tu découragé. parles, dis-lui toujours, il a ses grands frères qui sont toujours ouverts à lui Ouais, donner un coup, quoi qu'il arrive, donc qu'il ne désespère pas. Ce qui est bien, c'est important de le noter. Euh, il, pendant cette phase-là, il s'est très bien concentré sur ses études. Je crois qu'actuellement, il est diplômé, il a une licence en sciences biochimie, quelque chose comme ça. ouais, Euh, effectivement. il travaille. Comment ça se passe côté professionnel actuellement? Alors, côté professionnel, il a pu décrocher un petit emploi à Chococam récemment. Donc, c'est avec ça qu'il essaie de se gérer. Et c'est important aussi de rappeler que, entre-temps, sur le plan, comment je vais dire, dans sa vie, il est aujourd'hui, c'est un jeune papa. Il a un fils qui a pratiquement déjà 1 an et demi, presque 2 ans. Oh, Donc, voilà, les, les responsabilités aussi il faut faire face aux responsabilités. Donc, je pense que voilà, tout ça, c'est le train-train quotidien. Il faut jongler désormais entre les séances d'entraînement, le boulot, ses responsabilités de père et tout, et consort, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a les charges qui se sont augmentées et c'est quelqu'un qui prend très bien ses responsabilités. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le soutenir en cas de besoin. Donc à lui de faire tout le temps si il a plein de grands frères autour de lui. Donc voilà. Félicitations, Belle. Bon vent pour cette saison 2023. On te souhaite tout le meilleur. Ouais, Et aussi à tes camarades. ouais. Et particulièrement mon ami Elle, c'est mon ami d'enfance. On est euh, avec lui depuis que je suis tout petit. Donc, c'est mon frère d'armes. Euh, Ça me fait Ouais, penser, tu parles de. pour elle aussi, on ne peut ne pas le féliciter hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans le circuit depuis très très longtemps et qui continue sur le plan national de faire de très très grosses performances. Donc Je il pense faut le aussi. rappeler. Donc Je pense que ça euh, c'est quelqu'un qu'il faut en même temps encourager aussi. Donc, le fait qu'il et soit puis, monté à 4. c'est bien qu'il soit tout le temps autour de ses petits parce qu'avec toute l'expérience qu'il a pu engranger lors de ses multiples championnats, que ce soit au niveau mondial, que ce soit les Open, les grands slams et tout, et qu'on soit aujourd'hui, même s'il réussit à battre ces enfants-là, je pense que c'est une façon pour lui de partager un peu, de partager un peu avec eux son expérience. Donc, c'est à eux d'en profiter. Oui, C'est à eux d'en oui. profiter. Donc, voilà. J'ai mon.
j'ai mon feeling, j'ai ma philosophie par rapport à ça. Quand tu as un mec qui est très expérimenté sur le circuit, je l'ai vécu dans ma carrière. Je pense à une période quand j'étais en phase ascendante de ma carrière. Il y avait un grand frère il est toujours vivant, il est très en forme d'ailleurs, Bella, le grand frère Vando Bella, et Ouais, qui est international. Je t'assure, avoir quelqu'un de cette expérience sur le circuit, c'est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction si tu veux vraiment le battre. Il faut que tu aies envie de le battre. Il faut que tu réussisses à le battre. Quand tu réussis à battre quelqu'un qui a cette expérience, ça veut dire que tu as pu absorber toute son expérience. Mais tant que tu n'y arrives pas, ça veut dire qu'il te manque quelque chose pour le traverser. Donc, mhm. j'espère, comme il a souhaité, que ces jeunes vont apprendre de elle et de Belle et qu'ils Ouais, pourront les battre parce qu'il faut qu'ils les battent pour qu'ils acquièrent ouais. cette expérience. Euh, Ouais, il faut bon, traverser le cap, il faut traverser ce bonne chance cap-là. à mes yeux et rendez-vous à. C'est quoi le prochain tournoi? C'est Kribi? Je pense que c'est Kribé, je pense que c'est Kribé. Rendez-vous à Kribi. Qui ne se fasse pas distraire par les vagues et les belles plages, qu'il reste concentré. Et les belles nanas. Et accessoirement. Mais j'ai vu que Samita a fait argent contre Kunakun. Qu'est-ce qui s'est passé? Samita aujourd'hui devrait être le leader de cette catégorie. Il y a les deux gros leaders qu'il n'a jamais pu battre sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Il a peur d'être champion? Alors, Samita, moi je dirais dans la catégorie moins de 66 kilos, c'est l'un des judokas les mieux entraînés. Tu comprends? Mais je pense que son problème est beaucoup plus psychologique. Parce que je regarde le combat de Samita, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, parce que c'est l'un des rares combats, la Fédé va m'excuser, hein, c'est l'un des rares combats que j'ai pu regarder qui n'a pas ramé. Ouais. C'était une chance pour moi. Et j'ai vu la façon dont il est tombé devant, comme tu dis. Donc, il tombe sur deux erreurs, ou je vais dire la même erreur. Première attaque, il a fait sans déséquilibre. Le déséquilibre n'est pas complet. Le petit le contre, il prend Wasari. Après, il revient à Jimé. Il refait la même chose. Il se refait contrer à Wasari à Wasate. Bon. Or, moi, je pense que c'est un combat qui était très abordable pour Samita. Moi, pour le taquiner, je l'ai surnommé un peu le roi des bronzes, hein, le roi des médailles de bronze, parce que c'est un petit qui va toujours te faire, tu vas toujours le retrouver dans le carré final. Soit il va te faire médaille d'argent, médaille de bronze, mais difficilement l'or. Il y a, Difficilement l'or. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore compris le pourquoi il n'arrive pas à passer le cap de la médaille d'argent. Et il y pourtant, a, il il a y a, toutes les armes. il y a des athlètes comme ça qui, en soi, il n'est pas moins bon que les autres, mais il ne veut pas être champion. Il y a des gens comme ça, il y a des mécanismes comme ça. Oui, Si tu veux savoir, si tu veux savoir, je pour regarde avoir bien. discuté un peu, Oui, avec lui, je pense qu'il a un problème de gestion de stress, en fait. c'est Il a ça. un sérieux problème de gestion de stress. C'est surtout ça son problème. Pour avoir Oui, discuté avec lui plusieurs fois, je pense oui, que c'est le problème, c'est le problème qui est toujours revenu en premier plan. Il n'arrive pas à gérer le stress. Donc, parce que, voilà. oui, c'est ce Ça, que je tu dis, dis. son problème est beaucoup plus psychologique. C'est ça, parce qu'en fait, quand on dit il ne veut pas être champion, c'est pas qu'il vient en se disant je ne dois pas être champion. C'est que Ouais. chaque fois qu'il est en mesure de choper le titre ou de devenir le patron, il tremble un peu, tu vois. Et c'est ça quand j'ai le mec qui a peur d'être champion, qui ne veut pas être champion. Il y a une façon d'aborder ce syndrome-là. Euh, je pense que c'est votre équipe. J'ai dit votre équipe, je t'inclus toujours dans l'équipe de Cambrai. Je pense qu'il y a Je des. fais toujours partie de l'équipe, hein, même si je Voilà. suis pas, même si je suis pas au pays. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des pistes pour apporter des solutions concrètes à ça. Il faut, Mhm. au pire, se documenter, discuter. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient ce problème, beaucoup de judokas, même dans d'autres sports comme le tennis et consorts, qui avaient tout la main qui tremble quand ils étaient soit en train de gagner en demi-finale, soit en train de gagner en finale. Il y avait toujours quelque chose qui les empêchait finalement de dire je veux ce titre et que je ne peux pas sortir sans ce titre, tu vois, plutôt que de penser à j'ai peur de perdre comme la dernière fois. Donc, il y a une façon d'aborder ça.
Mais j'espère qu'il trouvera une solution parce que définitivement, cette année est une année très importante pour lui. Il faut qu'il devienne le patron. Sinon, il va être le mec qui sera l'éternel bronzé, l'éternel argenté. J'espère qu'il n'a pas développé une allergie au bronze parce qu'à force d'avoir des médailles de bronze comme ça, là, ça peut te développer une petite allergie là. Mais bon, il On l'espère aussi parce que après, faut qu'il sorte de c'est un ça. petit qui est quand même aussi dans le circuit depuis pas mal de temps. Il est Oui, dans le circuit depuis pas mal de temps et on sait qu'il y avait quand même deux gros obstacles. Le petit Alima Fouda et Nama Etoga, et qui les étaient deux de ne sont très très pas. gros obstacles pour lui et qui aujourd'hui ne sont plus là. Donc, logiquement, il devrait s'imposer dans la catégorie. Et bon, on Et il faut espère qu'il va pouvoir rebondir. On espère qu'il va pouvoir rebondir de cette défaite sur cette défaite de samedi dernier à EDEA et qu'il pourra reprendre sa revanche lors de la prochaine échéance à Créby et puis sur le reste de la saison. Il va bien oui. falloir qu'il débloque ce qui ne va pas. Parce que après, comme tu as dit, il ne va pas rester l'éternel roi des bronzes, des médailles Oui. d'argent. Il y a, dans les tirages de DA, j'ai vu une surprise. Bon, pas une surprise en soi, mais j'étais très content de voir Molake du Panthers, un ancien Beaucoup. Canadien en 73. Bon, il faut dire que le sambo qu'il pratique là est un peu motivé face à la descente de masse. Mais il l'a fait et il a l'air de s'épanouir. Même si jusqu'à présent, il n'a pas encore eu de titre en 73. Mais il semble se rapprocher au fur et à mesure. Il a fait bronze dernièrement en battant Wabo. Wabo qui a été, Effectivement. Wabo a été champion du Cameroun, je pense. Peut-être même 2 Oui, fois. Wabo était champion du Cameroun 2021. Oui. Il n'a pas eu ça une autre fois. J'ai l'impression qu'il a été champion 2 fois. Non, Ou la c'est- deuxième fois, la deuxième fois, il perd le titre devant Evric Nongo. Ok, Je crois que ok. c'est 2022. Il perd le titre devant Evric. Donc, on a Mola qui revient, qui doucement, pas vite, il se réinstalle un peu. Il retrouve ses repères dans la catégorie de 73 qu'il avait laissé il y a peut-être 6 ou 7 ans, parce il était monté rapidement en 81, la masse musculaire aidant, il a décidé de faire cette catégorie-là, même s'il était toujours un peu léger, je trouvais toujours un peu faible pour cette catégorie physiquement. Il était corpulent, oui, il faisait la masse, oui, mais en termes de force, je le trouvais toujours un peu faible pour cette catégorie. Et bon, il est décédé en 73, je crois que il s'épanouit un peu plus. Bon, après, peut-être que il fut son ami elle, parce que ce sont deux coéquipiers. Ils s'entraînent ensemble tous les jours. Ils se L'année de sa connaissent. naissance avec l'année de la montée de elle, donc peut-être qu'il y a une coïncidence. Je veux croire que c'est une coïncidence. Que, bon, on va lui donner le bénéfice du tout. Et puis, rapidement, comme ça, je regarde encore les tirages. Tu as Beina, qui a fait 3, qui a battu Con Roland. Bon, c'est un assez bon résultat, mais je dirais assez bon parce que euh, je m'attendais pour quelqu'un pour Beina qui est en train de progresser, vu son âge, parce qu'il a quand même fait des belles performances l'an passé au championnat Oui. d'Afrique junior et cadet. Euh, Mhm. Ne pas faire une finale, pour moi, j'ai l'impression que j'ai comme un goût d'inachevé. Est-ce que tu as le même feeling que moi ou est-ce que tu penses que c'est trop tôt pour lui pour qu'il Effectivement, j'ai le même feeling que toi parce que c'est un petit qui est dans une très très belle dynamique. Il est dans de très très belles perspectives. Donc, effectivement, on a un goût d'inachevé quand on le voit se retrouver à la troisième place. Parce que, après, quand tu regardes dans une catégorie comme celle de moins de 73 kilos, c'est des petits qui commencent à s'affirmer. Mais en même temps, on a ce goût d'inachevé. C'est pareil comme en moins de 81 kilos. Il faut que les petits là, commencent à prendre vraiment conscience. Parce que quand tu vois aussi, même par ricochet, quand tu vois un mec comme Molake qui bat Wabo Wilfried, et c'est pas la première fois, il faut le souligner, c'est pas la première fois qu'il élimine Wabo Wilfried, il faut se poser aussi des questions. Il faut se poser des questions. Donc, moi, parfois, j'ai comme l'impression que si on organise un tournoi de vétérans contre ces jeunes-là, ils n'auront pas de chance.
excuse-moi de le dire, hein, mais ça, c'est toujours mon Bon, ressenti. Donc, je là, c'est pense un que défi que tu les lances alors. là, il faudrait que. Tu dis? C'est un défi que tu les lances un peu parce que dans vétéran, là, tu es quand Ouais, même à l'intérieur. c'est un défi que je lance parce que si on constitue une belle équipe de vétérans, là, je ne suis pas sûr que les enfants l'auraient. Je ne suis pas très sûr qu'ils auraient une chance. Sur les 7 médailles d'or chez les mecs, chez les garçons, je suis sûr qu'ils auront au maximum 3. Ça veut dire que, parce que quand on a des générations qui n'arrivent pas à être meilleures que les générations précédentes, ça veut dire que la faute, c'est l'entraînement, c'est l'encadrement. Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça. Concrètement, Ouais. euh, on peut pas justifier en disant les plus jeunes sont plus faibles parce que c'est pas vrai, ils sont plus forts. Ils sont moins endurants, c'est pas vrai, ils sont plus endurants. Ils sont moins intelligents, c'est pas vrai. Ils sont minimalement aussi intelligents que nous, peut-être même plus Mhm. intelligents, probablement plus intelligents. Donc, si finalement ils s'expriment moins bien, ça veut dire qu'on les encadre moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Parce que euh, les Wabo et consorts devraient être les meilleurs de leur catégorie à l'heure actuelle. Ils devraient avoir obligé tous ces autres garçons à prendre la porte, à partir parce que la CE se fait battre. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à se concrétiser? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a finalement un problème d'encadrement au niveau national qui fait que l'équipe qui encadrait avant euh, n'encadre plus bien, ou alors il y a eu aussi une transition ou un changement d'encadreur sur le plan national? Parce que, pour faire simple, la génération actuelle qui est théoriquement partante, c'est la génération qui a été encadrée par certains des maîtres qui sont décédés ces 3 4 dernières années. Ouais. Euh, et la génération actuelle qui est en train de monter en puissance, c'est la génération des encadreurs, des nouveaux encadreurs. Est-ce que tu penses que finalement, ces anciens encadreurs ont produit des enfants qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qui arrivent à produire leur remplaçant ou leur cadet? Quel est ton feeling par rapport à ça? Alors, je pense que nos papas, comme je vais les appeler, hein, nos anciens encadreurs, je pense que c'est eux qui avaient les meilleures méthodes. Tu vois, parce que après, quand tu regardes les performances que les générations avant, celles qu'on a aujourd'hui, ont eu à faire, elles sont quand même énormes. Elles sont quand même énormes. Il y en a qui continuent même encore la compétition et qui réussissent encore à faire de très, très belles prouesses. Quand tu regardes, par exemple, en 81 kilos, où ces deux vétérans qui, euh, qui se hissent au sommet, ça explique un peu tout. Donc, ça peut être aussi Ah, ça Pablo, peut, bon, après, les oui, derniers, les seuls titres, les derniers titres, pas les seuls, les derniers titres, la dernière vague de titres de champion d'Afrique qu'on a eu au Cameroun, c'était eux. Il n'y a plus aucun enfant qui ne soit pas sorti de leur sérail, qui soit devenu champion d'Afrique. Je veux dire, euh, statistiquement, ça se voit qu'il y a probablement un problème de relève au niveau de l'encadrement, pas des enfants de l'encadrement, parce que c'est toujours l'encadrement qui est un souci. Mais ouais. est-ce que ces anciens-là, ces aînés, s'ils avaient des techniques d'apprentissage ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que leur cadet n'arrive pas à faire? Parce qu'en soi, ils n'entraînaient pas dans le secret, ils entraînaient au vu et au su de tout le monde. Les cadets d'aujourd'hui ont été pour la plupart leurs poulains, leurs élèves. Donc, qu'est-ce qu'ils ont manqué pendant leur préparation, la préparation à leur carrière de. Je prends un exemple, dans beaucoup de clubs, tu as par exemple à Camraï, avant tu avais euh, Maître Bell, maintenant Oui. tu as son remplaçant. Euh, Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel est ton feeling par rapport à ça? Alors, honnêtement, je pense que l'encadrement suit, tu vois, parce que normalement, prenons le cas de Cambrai, par exemple, au niveau de l'entraînement, on est resté dans le. Tu as Maître Bell qui continue à assister, qui continue à nous assister beaucoup dans l'entraînement, qui propose toujours de très, très belles méthodes.
les méthodes qui ont marché avec la génération de Moré, Mukete, Ngapepoa et tout ça. Aujourd'hui, avec les Wabo et les Samita, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que, peut-être que le problème est beaucoup plus psychologique. Parce que moi, je ne vois pas trop le problème au niveau de l'entraînement. Moi, je vois le problème beaucoup plus au niveau sur le plan psychologique, Alexis. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, je ne sais pas si... et c'est un aspect sur lequel il faudrait qu'on y revienne de temps en temps. Parce que on va beau entraîner un enfant physiquement, techniquement, mais est-ce que psychologiquement, on se pose des questions s'il est bien dans sa tête, s'il est préparé, est-ce qu'il est prêt psychologiquement à aborder la compétition? Parce que c'est des questions il faut beaucoup se poser. Donc, quand tu regardes parfois un enfant qui perd, ou tu vois un petit d'un certain Nakabi qui perd un combat, tu te poses des questions, tu le regardes se battre, tu te dis techniquement il est bon, physiquement il est bon, mais est-ce que psychologiquement ça allait dans sa tête? Donc, moi, c'est un aspect qu'on a toujours et beaucoup négligé chez nous, l'aspect psychologique. Moi, je pense que c'est ce qui manque un peu à nous les encadreurs. Essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans la tête de ces enfants-là. On leur donne tout physiquement, on leur donne tout techniquement, mais est-ce que psychologiquement, on se pose des questions si ça va, s'ils n'ont pas de problème à gauche, s'ils n'ont pas de problème à droite, si si l'environnement leur convient, est-ce qu'ils, tu vois? Donc c'est un peu de ça, c'est un peu de ça qu'il s'agit quoi. Donc, moi je pense que le problème est beaucoup plus à ce niveau-là, psychologique. Ok. En tout cas, c'est une piste qu'on doit explorer parce que le judo dans son ensemble repose entre les mains des encadreurs. Ce sont les encadreurs qui font le judo parce que ce sont eux la colonne vertébrale du judo. Donc, j'espère que les entraîneurs d'aujourd'hui, dans les cadets de nos aînés qui sont en train soit de décéder, soit d'aller à la retraite, seront capables de prendre la mesure et puis de finalement remonter la pente. J'en profite pour Revenir, gros big up à mon oui, pour ami. revenir un peu sur... Vas-y. Oui, je t'écoute, vas-y. Vas-y, Je vas-y. disais que j'en profite pour donner un gros big up à mon ami Jules Fotso, l'entraîneur d'Énergie Judo Club, qui a démarré son projet il y a 3 ans et quelques mois, et qui aujourd'hui est en pleine ascension. Je suis très content de son travail et j'en profite vraiment pour lui tirer mon chapeau et l'encourager. Ouais, effectivement, c'est un club qui monte en puissance. C'est Énergie Judo. Je pense que ce soit chez les minimes, chez les cadets, juniors et même les seniors, c'est un club qui est en train de monter en puissance. C'est un club c'est un très jeune club. Je crois que c'est 3 ans, 4 ans aujourd'hui que ce projet est né. Et puis, quand on regarde la rapidité avec laquelle ces enfants progressent, je pense que d'ici quelques années, ils vont nous produire de très, très beaux fruits. Parce que quand je regarde, par exemple, le moins de 78 kilos, Georgica, qui, quand je regarde ce qu'elle nous a fait au championnat d'Afrique senior, je pense que c'était sa toute première participation, qu'elle nous ramène une jolie médaille de bronze. Là, franchement, je dis chapeau. Je dis chapeau à l'athlète et chapeau aussi à son coach parce que Jules Fauto, il a un travail énorme. Il a un Oui, travail énorme. Et ce qui est bien, c'est que c'est un coach qui est toujours ouvert, qui n'est pas limité dans la recherche et qui partage avec tout le monde. Donc, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, qui m'apporte beaucoup de solutions. Donc, il n'a jamais regardé que, voilà, Camaraï, c'est un club rival ou ceci, cela. À chaque fois que je lui pose des questions, il me répond avec toute la bonté du cœur. Donc, c'est un bon grand et c'est un très bon entraîneur. Donc, big up à lui. Et félicitations pour le travail qu'il a bas. On va lui donner beaucoup d'énergie et de courage. Il y a Tombu qui a affronté Anon au premier combat dans les plus de 100. On se rappelle, Tombu, c'était la terreur en 2018. Il battait à peu près tout le monde, à peu près n'importe comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est finalement rentré dans le rang. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que clairement, il y a une sorte de décroissance dans son judo, dans ses performances. On s'attendait à ce qu'en 2023, il soit l'un de ceux qui soit dans le pipe pour être qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais il n'en est rien. Il n'a absolument pas explosé au niveau national. Finalement, il est rentré dans le rang. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton feeling par rapport à ça? Alors, moi, c'est dommage de voir un petit qui était dans une très belle dynamique comme ça, là, commencer à regresser. Et moi, je vais revenir encore sur l'aspect psychologique, Alexis. Est-ce que les encadreurs de ce jeune
se rapproche vraiment de cet enfant pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Peut-être que c'est un petit qui à un moment se retrouve démotivé. Il faut chercher à comprendre parce que quand tu regardes les performances de ce jeune et quand tu regardes ses qualités techniques, franchement, c'est un petit qui m'a fait rêver. Donc, pour 2023, honnêtement, je le voyais très loin. Je le voyais très loin. Donc, aujourd'hui, qu'il soit en train de sombrer, on se pose des questions. Mais moi, je reviens encore sur l'aspect psychologique. Psychologiquement, je pense que nos enfants, là, ne sont pas très, très bien suivis. Et il faudrait revoir ça. Il faudrait revoir. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce propos. Hein, que Oui, parce qu'on a besoin de ces jeunes-là, on a besoin qu'ils on a besoin. finalement se développent. Si ces enfants ne clôt pas, on aura du mal à avoir un judo qui se régénère, qui se renouvelle. Et on a désespérément besoin d'eux pour venir détruire leurs établis, faire des choses surprendre. Vraiment, il ne faut pas qu'on leur envoie le signal comme quoi ce qu'on recherche, c'est le maintien du statu quo. Non, on veut qu'ils démolissent le statu quo. Le judo a besoin de ça. Voilà, effectivement. À détruire le statu quo, le judo meurt. C'est vraiment aussi simple que ça. Est-ce que tu as regardé un peu le tournoi des filles? Parce que chez les filles, à quelques, je ne vais même pas dire qu'il n'y a même pas d'exception, c'est quasiment du copier-coller chez les gagnants. Tu as Dengue en 48, tu as Baba en 52, tu as Ngadjo, Big Up en Ngadjo, qui est une de nos boursières à l'association Collectif Jeune Pousse. Tu as Etoa Biok en 63, tu as Biamizita en 70, tu as Djenge Moune en 78, et puis tu as Kamsu en plus 78. C'est en plus de 78. Pourtant, les C'est du copier-coller, en fait. Donc, on part sur un schéma. Chez les dames, on part sur un schéma assez stéréotypé. Hein. Donc, quand moi, je prends les tirages chez les dames, l'entrée de jeu comme ça, je peux te dire, la finale sera telle contre telle personne va gagner. Donc, moi, je peux te donner le classement général de chaque catégorie. Tu vois? Et puis après, il faut regarder aussi, on a des petits cadets, des cadets qui commencent à monter un peu. Je pense particulièrement la petite de Happy Sport là, Bongo Fiona, qui nous a fait quand même de très très belles choses au championnat d'Afrique cadet tout récemment. C'est une petite qui est en train de monter quand même en puissance. Donc j'espère que ces encadreurs vont écouter ceci et que les enfants comme ça là sur qui on peut compter, sur qui on peut miser. Voilà, chez les filles, c'est un peu trop stéréotypé. Hein. C'est stéréotypé. Ça veut dire que chez les filles, généralement, quand tu as un match-up, donc tu as par exemple deux filles et l'une d'elles qui domine l'autre, elles ont beaucoup plus de mal à inverser la tendance, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne progresse pas en réalité. Parce que si on a le En statu quo. réalité, c'est du statu quo en fait. Ok. Mais généralement, avoir une telle configuration sportive, c'est souvent les prémices d'un échec à l'international. Parce que il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir des filles qui se battent, qui se challengent, qui se mettent en difficulté. Chaque fois qu'on a ce genre de fixation, une configuration qui est figée, c'est clair que même les champions ne progressent plus. Et par contre, leurs adversaires à l'international, elles progressent parce qu'elles sont dans d'autres contextes. Et en ce moment, on risque d'avoir une répétition de ce qu'on observe depuis les derniers championnats d'Afrique, à savoir des tournois blancs et secs, c'est-à-dire des tournois sans médaille. Est-ce que tu as cette impression de ton côté? Oui, j'ai la même impression. J'ai la même impression, à quelques exceptions près, comme avant, à quelques exceptions près, comme la 63 kilos qui réussit quand même à nous faire de belles prouesses. Bon, on va parler aussi de la 48, quoi? C'est la 52, Baba Matia, qui est aussi explosif depuis pas mal de temps. Honnêtement, c'est les seules c'est les exceptions. Hein. Déjà, Arès Sofina qui aussi a disparu des radars. Donc aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe nationale féminine, je ne vois que deux, trois. Hein. Tu vas
plutôt avoir Baba Matia en 48, honnêtement, sur la scène internationale. Je ne vois pas beaucoup qui ferait pour l'instant, sur qui on peut compter. En 52, tu as Baba Matia qui vient un peu. En 57, Kumbala. En 63, tu as, comment on l'appelle, et toi, Biok, en moins de 70. Tu as Zita qui vient aussi. Mais à moins de 78, plus de 78, ça va être difficile. Bon, maintenant, à moins de 78, Alexis, n'oublions pas, il y a quand même la petite Georgica de Photo Jules là, qui vient. C'est une petite quand même qui est quand même aussi dans de belles perspectives. Mais je pense que ce serait toujours mieux qu'il y ait de la rivalité dans toutes ces catégories-là. Puis je pense aussi. Même quand je suis les Ce serait catégories, toujours mieux qu'il y ait beaucoup plus de rivalité. Parce que là, présentement, comparé aux générations antérieures, quand tu regardais par exemple en 48 kilos où tu avais des machines, tu avais des filles comme, comment on l'appelle, Bata, Philomène, Essamat, les Kedem, Nina et tout. Après, tu montais en 52, tu avais les Wenjam, tu avais les Oh non, il y avait tellement d'adversité. Tu vois, et aujourd'hui, c'est des filles quand même qui, chacune, si même elles n'ont pas pu faire une médaille d'or au championnat d'Afrique, c'est des filles qui ont quand même eu de très, très grosses expériences qui nous ont quand même fait assez rêver. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile parce qu'on n'arrive plus à avoir des enfants qui vont nous produire ce genre de sensations, ce genre de rivalité, en fait. Donc, et du coup, ça fait un peu que ça stagne. Sur le plan national, on a l'impression qu'elles sont fortes, qu'elles progressent, mais en fait, sur la scène internationale, le résultat est tout autre. Le constat est plutôt différent. il faudrait vraiment que la gestion technique et puis les entraîneurs des clubs se posent des bonnes questions parce que clairement, on a une génération qui est très faible et dont on se demande si elle sera à la hauteur des challenges qui arrivent. C'est possible qu'on ait quelques exceptions, mais si on veut que notre judo reste toujours vivant et aussi actif que ce qu'il a été, aussi respecté que ce qu'il a été, il faut que ce soit un mouvement d'ensemble, il faut que ce soit général plutôt que des exceptions. Ça nous permet de clore le chapitre des DA et puis justement de parler de, tout à l'heure on a parlé de la 78 qui est partie. Je viens à peine de donner son nom, mais je l'ai déjà oublié. On a le 60 et le 66 qui sont partis. On a carrément, je dirais, 20 à 25% de l'équipe nationale qui a déserté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on ne parle pas seulement de l'équipe nationale, mais on parle vraiment de ceux qui présentaient le potentiel le plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as le 60 qui est parti, le 66 qui est parti, le moins de 100 qui est parti, la moins de 78 qui est parti. Donc, c'est un constat assez lourd. Parce que en qualité, en matière d'expérience, on perd beaucoup au niveau de l'équipe nationale. On perd beaucoup. Parce que quand tu regardes le 60 kg avec un très, très gros niveau d'expérience, tu regardes le 66 kg qui était dans une très, très bonne dynamique. Oui. Tu as la moins de 70 kg qui est dans le circuit depuis la moins de 78 kg, autant pour moi, qui était dans une très bonne dynamique aussi. Tu as le moins de 80, le moins de 100 kg qui aussi était dans une très, très bonne dynamique. Mais c'est des superbes athlètes qu'on perd là, Alex. C'est des superbes athlètes qu'on perd. Le constat est désolant, mais après, il faut se poser les bonnes questions aussi. Est-ce que l'environnement, est-ce que le système, par exemple, pas sportif, pas sportif, est-ce que les perspectives, est-ce que au Cameroun, est-ce que les perspectives sont évidentes pour un jeune? Parce qu'après, il faut regarder, ces enfants-là, ils prennent aussi un peu de l'âge. Est-ce que les gars ne partent pas parce que la vie est un peu difficile au pays? Est-ce que les gars ne partent pas parce que il faut voir, il y a plusieurs, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons. Parce que après, quand tu regardes un petit comme Alima Fouda, par exemple, qui décide de partir, alors que le gars est dans le système, toutes les compétitions, il y est, et qui quand même décide d'abandonner tout ça pour repartir, tu te rends compte que tu te poses des questions. Moi, personnellement, je me dis, ça n'a rien à voir avec
Ça n'a rien à voir avec les échecs sportifs ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la démotivation au niveau de ses performances parce que c'est quelqu'un qui était dans une belle dynamique. Mais moi, je pense que c'est par rapport à ce que peut-être le gouvernement ou la vie au quotidien nous propose au pays. Tu vois, ces Pour faire enfants, ça, après, toi, moi, tu je me étais à dis, leur place, tu ferais pareil. ouais. Tu dis, Ok. Si toi, tu étais à leur place, tu ferais pareil. si j'étais à leur place, honnêtement, Alexis, sans te mentir, je ferais pareil. Parce que Ouais, pas de pour avoir vécu au Cameroun, honnêtement, la vie n'est pas facile. Et tu sais, aujourd'hui, tout le monde essaie de se donner des chances de pouvoir réussir demain. Donc, moi, je dis, ça fait mal de voir ces enfants partir, ça fait très mal. Mais après, s'ils partent parce qu'ils cherchent un lendemain meilleur, une vie meilleure, et que après ils ont fini par comprendre que peut-être qu'il faut hypothéquer leur vie au judo, euh, serait un gros risque parce que le risque aussi, c'est qu'après, il n'y ait pas de suivi. Parce que quand tu regardes, par exemple, dans notre système, il n'y a pas de plan de réinsertion. Il y a aucun plan de réinsertion, Alexis. Tu vas pas de voir, plan tu vas de, pas trouver des de très bons carrière, compétiteurs qui vont faire des... Voilà, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a rien. Donc, après, ça, après la compétition, il lui reste quoi? C'est ça les questions. Peut-être que c'est pour ça que ces enfants partent. Parce qu'ils essaient de réfléchir. Oui, je vais faire la compétition, je vais monter, je serai toujours entre quatre avions, aller combattre à gauche, aller combattre à droite, revenir, prendre les primes de compète et tout. Mais après la compétition, qu'est-ce que je fais de ma vie? mais tu vas même loin, tu vas loin, Joe. Même pendant, parce que les gens ont l'impression que un athlète peut vivre des primes là. C'est faux. Je veux dire, C'est faux. C'est tu fais faux. en une année, tu peux faire maximum 2 compétitions où il y a des grosses primes. Quand je dis compétition, il y a des grosses primes. C'est généralement des compétitions souveraines comme les Jeux Ouais. africains, comme Commonwealth, les Jeux africains, le Commonwealth. oui, Et généralement, la tout se francophonie et passe tout. sur la Oui. même organisation pour que tu n'aies pas plus de 2 ou plus d'un par la même année. Tu peux avoir rarement la même année la Franco et puis les Jeux africains. Mais ça arrive. Mais tu peux avoir la Franco, les Ouais. Jeux africains. C'est souvent 2. Et il faut que vous gagnez. Donc, supposant que tu gagnes ces tournois, le maximum que tu puisses amasser en une année, en étant très bon, et quand je dis une année, je mets hors année olympique parce que les années olympiques, si tu es qualifié, tu as quand même une grosse prime, tu as quand même une grosse prime de participation qui était de 7 millions dans les années 2010. Je pense qu'elle est un peu diminuée actuellement. Mais ces années-là, tu peux difficilement faire 4 millions de revenus. OK? 4 millions de revenus en cumulé. Donc, en enlevant les nouvelles taxes qu'on a ajoutées, les efforts de guerre et tout ça, là, on te coupe un 16% Ouais. sur tes primes et tout ça. Il y a des 11% par-ci, 16% par-là. Des fois, tu te retrouves avec quasiment rien entre les mains. Mais en enlevant tout ça et en répartissant ça sur l'année, tu peux difficilement atteindre les 200 000 de salaire, les 200 000 de revenus, pas salaire, de revenus. Maintenant, en incluant le fait que généralement, quand tu reçois cette prime, ça se fait dans un cadre tellement solennel que tu es obligé de dépenser une partie de ces primes-là, soit parce que tu dois donner le vin au gars au quartier, soit parce que, donc, pour Voilà. plein de tu Un vas perdre une... pourcentage au club, et ceci et cela, Voilà. résoudre ses problèmes personnels. Exactement. Donc, Et puis maintenant, quand tu es un athlète, tu as beaucoup de besoins. C'est-à-dire, euh, moi, je suis pas athlète de haut niveau, je suis plus athlète de haut niveau. Donc, le matin, quand je me lève, je mange un repas normal, je vais au boulot, je finis au boulot, je rentre à la maison, je mange un autre repas normal, je me couche, je dors. Je lave mes judogi quelques fois parce que j'ai 2 séances de judo par semaine. Donc, je lave mes judogi peut-être une fois chaque 2 semaines. Euh, mais quand tu es un athlète de haut niveau, tu t'entraînes tous les jours, tu manges des repas anormaux, tu dois te faire soigner, tu dois laver tes judogi plus souvent. Ne serait-ce que te déplacer, ça a un coût. Ce qui fait que tu as un surcoût de la vie qui finalement est très mal absorbé par cet argent-là. Mais quand tu ouais. reçois cet argent qui vient là, souvent, elle est tellement énorme que ce que les gens ont tendance à faire autour de toi, c'est de te faire des demandes d'aide pour les problèmes qu'ils ont et tout ça. Ce qui fait qu'à la fin, j'avais calculé ça en 2011, 2012, j'avais fait un article dessus. À la fin, tu as un salaire qui tourne autour de... Tu as un revenu mensuel qui tourne autour de 56 000.
Donc, concrètement, même pour ceux qui s'en sortent et qui sont sur le circuit, tu ne peux pas vivre de ça. Ça ne peut pas te permettre de joindre les deux Pas bouts. évident, tu peux pas. J'imagine Tu peux alors pas. quand tu arrêtes de compétir ou alors quand tu ne fais pas partie des tout meilleurs et que tu ne fais que quelques tournois par an, j'imagine à quel point ça peut être difficile. Donc, effectivement, le départ n'est peut-être pas. C'est peut-être une coïncidence que ce soit tous des judokas, que ce soit tous des gars du même club, que ce soit tous des gars de la génération, parce que il y a c'est comme une bande de copains qui finalement ont décidé de se Décider de faire la faire. malle. Oui, c'est des coïncidences sûrement. Mais Ouais. ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond qui est que aujourd'hui, pour un pratiquant de judo de haut niveau, le système n'est pas en sa faveur. C'est Ouais. important de le dire parce que le judo n'est pas professionnel, mais faire en sorte que le système soit en la faveur de ses enfants, ça devrait être une priorité. Dans d'autres pays, ils ont trouvé des solutions. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut expérimenter. On peut dire, par exemple, que rendu à un certain niveau, on le faisait à une époque avant, mais c'était informel, mais on le faisait. Rendu à un certain niveau, quand tu es un athlète de haut niveau, automatiquement, tu as un ticket d'entrée dans une grande école. Bon, pas une grande école très technique pour éviter que finalement tu ailles là-bas et tu redoubles à l'infini, mais une grande Ouais. école, peut-être comme l'Institut national de la jeunesse et des sports, Voilà. et NAGES. Donc, ce genre d'école où tu peux te réinsérer, devenir un, Un un fonctionnaire de fonctionnaire, PS ou un fonctionnaire d'État avec un matricule. où tu peux avoir un ticket d'entrée pour l'armée. Tu peux avoir, Voilà. par exemple, beaucoup en France, beaucoup quand ils sont sur le circuit, rendu à un certain niveau, c'est un ticket d'entrée facile pour pour entrer dans l'armée. Tu vois, même même pour un pays comme le Gabon ici, tu vois, c'est le style, tu vas voir, la plupart de ces jeunes-là, beaucoup sont dans des plans de réinsertion, tu vois. Il y en a beaucoup qui se retrouvent, qui finissent dans l'armée ou qui, pendant même qu'ils sont encore dans le circuit, sont quand même déjà fonctionnaires, tu vois. Oui, Parce qu'à un moment, on se préoccupe quand même de leur avenir. Après la oui, compétition, il faut quand même passer à autre chose. Tu vois, c'est où vrai. il faudrait qu'il y ait une certaine reconnaissance, par exemple, de l'État ou je ne sais pas, qui fait en sorte que oui, on se dise que toi, même personnellement, tu te dises que j'ai fait le judo et puis voilà ma récompense. Donc, je n'ai pas Très important. hypothéqué ma vie au judo, par exemple. Tu vois, chez nous, bah, c'est extrêmement difficile. Ça fait mal de voir beaucoup d'anciens champions, beaucoup qui nous ont fait rêver, qui après la Et compétition bien, se retrouvent à ne rien faire, à essayer je sais pas, jongler à gauche, à droite, pour pouvoir. et ça Pourtant, c'est des gens qui, c'est voilà, très triste. voilà. C'est très triste, c'est C'est très mauvais du sport. Je veux le, dire, le constat est désolant. oui, si aujourd'hui tu te balades et puis tu vois Usain Bolt qui te dit que bon, mon petit, est-ce que tu as même une bière là pour moi? Euh, Si tu voulais faire l'athlétisme, tu vas te poser la question si c'est vraiment ce que tu veux faire. Parce Voilà. que Donc, moi, je pense que tout le monde veut c'est- médaille, les gens voilà, veulent bien. c'est des choses comme ça qui ont peut-être poussé ces jeunes à s'exiler, voilà, un peu très Quand tu vois un jeune comme maturément. ça s'en va, aussi jeune, mon feeling c'est que il a regardé autour de lui, s'est rendu compte que peut-être son avenir est bouché et il a une opportunité qui ne va pas se représenter et puis c'est barré. Mais c'est une occasion pour qu'on se pose les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai, le cadre dont on parle ne dépend pas uniquement des instances judo, mais Non, pas du tout. la vérité, c'est que les instances judo en souffrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le perdant, le gros perdant dans l'histoire, c'est finalement pas la fédération en tant que telle. Le gros perdant dans l'histoire, c'est cet entraîneur de club qui a investi son argent pour former ses enfants. Mhm. Effectivement. Ce cadre de club qui a investi son argent, qui a développé ses jeunes et qui se retrouve maintenant au carrefour avec un athlète en pleine ascension, juste au moment où il pouvait apporter de la visibilité pour son club, pour son travail, qui disparaît. Disparaît. C'est très injuste. Je le vis vraiment de façon injuste. Mais dans le même temps, ce même encadrement ne peut pas blâmer cet enfant parce que, au fond, tout ce qu'on fait, c'est pour trouver une meilleure situation dans notre vie. Voilà. Il ne peut pas, Donc, et en puis, soi, il ne peut pas être fâché
juste frustré parce qu'il faut qu'il recommence à zéro. Et il faut qu'il recommence à Non. zéro, faisant une croix sur cet investissement. Et puis, il faut noter que c'est pas, c'est un mal c'est pas un mal qui date d'aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène qui est là depuis pas mal d'années. Souviens-toi en 2013, pendant les Jeux c'était quoi, la francophonie, on a encore eu d'autres fugues. Après, aux Jeux du Commonwealth, on en a encore eu. Sauf que ce qui est bien, c'est que moi, je pense que ces enfants, même s'ils partent, ils restent dans la dynamique, ils restent quand même. Moi, je les suis pour la plupart, ils restent quand même dans le cercle, genre arts martiaux. Je pense que si après leur départ, les conditions sont réunies, je pense que c'est des enfants qui, même à distance, être réutilisés. Tu vois un peu, on a par exemple une comme De Chou qui est partie, qui après finalement est revenu combattre pour le Cameroun, toujours. Donc pour moi, je ne pense pas que ce soit des chances qui soient complètement perdues. C'est des enfants qui se sont donné l'occasion d'avoir une vie meilleure, mais qui peuvent si après, voilà, qui après, si les conditions sont réunies, s'ils arrivent à trouver leur voie là-bas, peuvent revenir combattre pour le Cameroun. Le petit Alima Fouda, par exemple, je le suis sur TikTok, je le suis sur son Facebook. Il continue de s'entraîner. Il continue de s'entraîner. Je pense que si aujourd'hui, il a des ouvertures, il peut continuer à se battre pour le pays. Je ne pense pas qu'ils aient baissé les bras, mais ils ont juste trouvé, ils se sont juste donné une occasion de pouvoir avoir une vie meilleure dans le futur. Ce qu'on le souhaite. Maintenant, nous, on aimerait que... C'est tout qu'on leur souhaite, c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir, hein, vu les conditions de vie au Cameroun. Moi, honnêtement, à leur place, je n'aurais pas hésité à faire pareil, sincèrement. Non, c'est Donc, pas je ne peux évident. pas leur... Je vais te dire, je vais être franc avec toi. J'ai été tenté quelques fois. Et à chaque fois, j'étais très ambitieux quand j'étais jeune. Un peu moins qu'aujourd'hui, mais j'étais déjà très ambitieux. Et ce qui m'empêchait de faire le saut, c'est que j'avais une vision de ma carrière professionnelle qui me faisait, parce que j'avais un parcours académique très, très intéressant et je pourrais mal recommencer à zéro ce parcours avec tout ce que je visais. Donc, mais Voilà, si j'avais... chose que la plupart de ces enfants n'ont pas. Tu vois, donc moi, honnêtement, je pense qu'ils ont pris leur destin en main, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Nous, on se reproche de n'avoir pas créé les conditions qu'il faut pour que finalement il n'ait pas à réfléchir. Parce que, pour être franc, personne n'aime quitter sa famille pour aller à l'extérieur. Tout le monde veut rester avec ses familles, ses gens, ses amis. Tout le monde aime sa patrie, tout le monde aime sa maison. Et si les gens sont obligés de partir, généralement, ils n'ont pas le choix. En tout cas, merci Joe. Parce que ce que je souhaiterais, ce que je préconiserais, c'est que l'encadrement technique, tu vois, reste quand même focalisé sur ces enfants-là, qu'on continue de leur suivre, qu'on continue de les suivre et qu'ils restent dans le contact avec eux parce que c'est des enfants qui ont énormément de potentiel. Quand tu vois un petit comme Alima Fouda, moi je te jure Alexis, ça c'était une machine. Tu comprends? C'est un petit dans de très très bonnes conditions pour nous faire de magnifiques résultats. Omar Fouda, pareil. Le moins de 80, le moins de 100, pareil. Le moins de 60 kilos, pareil. Pour être champion du monde, je ne sais pas si c'est en moins de 100 par contre. Moi, j'ai toujours eu l'impression que ce n'est pas sa catégorie. Je crois qu'aujourd'hui, il est même au-delà. J'ai l'impression que c'est une catégorie qu'il a embrassée. Il a été un peu... Moi, j'ai comme l'impression qu'il est monté juste pour éviter les problèmes en bas. Mais sinon, après, tu regardes, c'est pas sa carte. Je ne sais pas ce qu'il fout là-bas. Moi, c'est un bon moins de 90 kilos. Je pense aussi. Peut-être un moins de 81 en étant discipliné. Un bon moins parce de 90 kilos. Sa densité osseuse, c'est pas mal. Sa masse musculaire, je pense qu'il peut être un peu plus bas. Mais c'est bon. Il me fait penser un peu à un gars comme Seydou Ndjimolu qui se retrouve à moins de 100 kilos. Pour moi, c'est l'un des meilleurs 90 kilos que le Cameroun ait pu avoir. Je ne sais pas ce que ce gars a fait à moins de 100. Moi, c'est un 90 kilos fin. Il y avait les Koumakai Dolasem. La version courte de l'histoire, c'est en deux mots. Dolasem, Dieu donné. Mais après, la montagne. Mais après, c'est un petit qui pouvait le battre. Il pouvait le battre. Peut-être même qu'il a battu. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a même battu une fois en compétition officielle. Je ne sais pas. Mais
Oui, c'était à pense moins de qu'il 100. voilà, il a battu à moins de 100 kilos, À mais moins de je pense que c'est le 90 qu'il nous fallait. C'est le 90 qu'il nous fallait. C'était la relève de Dolasem là-bas. Personne n'a voulu affronter la montagne, ni Seido, ni Ombionyo Stéphane. Personne n'a voulu gravir la montagne. Ombionyo, par exemple, c'est l'un des athlètes sur le circuit qui a le head-to-head, donc le nombre de combats gagnés, perdus contre Dolasem. Le seul, je crois le seul actuellement qui a un head-to-head qui est avantageux. Je veux dire, il a plus battu Dolasem en, en compétition officielle que l'inverse. C'est ça, mais c'est le seul. Mais finalement, ce qui a joué en sa défaveur, c'est que, premièrement, il n'a pas fait de la continuité parce que c'est quelqu'un qui disparaissait, réapparaissait, disparaissait, réapparaissait. Mais en plus, il n'arrivait pas à battre Dolasem dans les échéances les plus importantes. C'est Il plus pouvait battre Dolasem important. et puis aller perdre au champion national ou battre au champion national, aller perdre au TV, à l'ancien Open de Yaoundé qui s'appelle le TV, le tournoi international de la ville de Yaoundé. Donc, il y avait cette inconstance-là qui finalement a été préjudiciable pour sa carrière, pour le fait qu'il s'installe en patron en moins de 90. Et puis après, il a fait un essai en moins de 100. Il a eu une médaille. Je crois que ça a été quelque chose d'assez particulier parce que ça lui a donné l'impression, ça c'est mon feeling, hein, c'est aussi mon frère d'armes. Ça lui a donné l'impression qu'il y avait quelque chose à faire en moins de 100. Il s'est projeté longtemps en moins de 100. Et le temps de finalement de se dire que les 90 c'est sa vraie catégorie, il s'est passé quelques années. Et je crois qu'il a comme loupé le coche. Mais bon, les carrières ne se refont pas. On a la carrière qu'on a. Je souhaite beaucoup de chance à ces jeunes qui sont partis. Je leur souhaite de trouver des situations très avantageuses. Et surtout, je leur souhaite de continuer à pratiquer le judo, que ce soit ici ou ailleurs, qu'ils pratiquent le judo, qu'ils continuent de marcher dans la voie de la souplesse. Ah, c'est Ça clair. m'amène à parler justement de membres de la diaspora qui est avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire toi. Qui est au judo au Gabon? Comment ça se passe? Comment ça se passe un entraîneur de judo camerounais qui est au Gabon? Où est-ce que tu es au Gabon? Dans quel club? Comment ça se passe? Alors, je suis au Gabon, ça fait 1 an. Ça fait très exactement 1 an que je suis ici. Et puis, j'ai été accueilli par le club ASCTG, Association sportive Total Gabon. Donc, Association sportive et culturelle de Total Gabon. C'est le club où je m'entraîne. Et puis, il est dirigé par Maître Eric Koma, qui est un arbitre international, donc gabonais. Donc, voilà, j'ai été adopté par ce club. Je suis entraîneur là-bas. C'est un club qui se porte plutôt bien parce que l'année dernière, par exemple, de là est sorti le champion d'Afrique junior dans la catégorie moins de 66 kilos, particulièrement Kero Fernand. Donc, c'est le sociétaire de ce club. Oui, Kero Fernand, le champion d'Afrique moins de 66 kilos. Bravo à junior. Ouais, donc il est sociétaire de ce club-là. Donc, c'est un club quand même assez particulier parce que on n'a pas de seniors là-bas. On n'a pratiquement pas de seniors. Même si on a des seniors, c'est cette année qu'ils commencent à monter chez les seniors. Tu vois, les seniors pleins. C'est un club on a beaucoup plus de cadets et de juniors. Tout récemment, on s'est retrouvé du côté de Libreville où il y avait l'ouverture de saison. Et puis, ils ont fait de très, très belles performances en 60, 66 et 73 kilos. Et 81 kilos, c'est le club qui a remporté chez les dames également 52, 57 et 63. C'est le club qui s'est imposé. Donc, jusqu'ici, les choses se passent plutôt bien. J'ai été très, très bien accueilli par ce club. On échange beaucoup. Donc, voilà. De Maître Eric, j'apprends également beaucoup, que ce soit en arbitrage, que ce soit en qualité d'entraînement. Donc, et quel est ton rôle là à la SCTG? Quel est ton rôle? Je suis entraîneur assistant. Donc, voilà, nous sommes 3. Il y a Maître Eric, qui est 4e dan, je suis là. Et puis, il y a Maître Ina aussi, qui est là, 2e dan, qui apporte aussi de son expérience. Donc, je pense que nos efforts jumelés permettent à ces jeunes de pouvoir mieux s'exprimer sur les tapis. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, aujourd'hui, tu as réussi à
à leur montrer la richesse du judo camerounais. Bon, c'est vrai qu'ils savaient que le judo camerounais est riche parce que traditionnellement, les Camerounais ont toujours beaucoup battu les Gabonais en compétition Ouais, internationale, sans vouloir leur on a manquer de une très respect. très belle rivalité, oui. Et on est comme les voisins qui sont un peu dominateurs. Et comment ça se passe au niveau de... Parce que tu as beaucoup de cadets, je sais que c'est la tranche d'âge que tu aimes le plus éduquer, le plus entraîner. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que ils sont sur la défensive? Est-ce qu'ils sont dubitatifs? Parce que je t'en parle, parce que moi, j'ai eu une expérience un peu différente. Je suis arrivé au Québec en 2019. Je suis allé dans un club c'était un club qui a fermé, Judo Vieille Capitale, JDVC. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens méfiants qui étaient euh, très, très, très dubitatifs sur ma capacité à leur expliquer quoi que ce soit en judo. Mhm. Et finalement, il a fallu que je batte tout le club 2 ou 3 fois d'affilée. Je prends des plus jeunes ou vétérans, donc je bats littéralement tout le club pour que finalement certains viennent me demander où est-ce que j'ai appris le judo. Quand je dis non, j'ai appris le judo au Cameroun, on dit oui, mais est-ce que tu as fait des stages en Europe? On dit, non, 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 j'ai appris ça au Cameroun, à Yaoundé, tout Tout s'est ça au passé là-bas. Cameroun. Donc, donc j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de défoncer les préjugés. Et ce n'est Euh, que presque 6 mois, 7 mois après que j'ai des jeunes qui ont commencé à me demander mais comment je fais telle chose ou telle chose, que j'ai même commencé à montrer des choses en cours. J'étais une expérience qui m'a marqué négativement. Finalement, j'ai quitté le club, j'ai ouvert mon propre club dans mon quartier, mais qui ah, m'a c'est marqué. super, félicitations. Quand tu es un étranger, comment ça se passe? Je veux savoir quelle est ton expérience. Est-ce que tu as des anecdotes? Alors non, j'ai plutôt été très très bien accueilli parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas la première fois que j'atterris dans ce club. En 2019, déjà, j'étais ici au Gabon. J'ai été accueilli par ici. Et c'est c'est ce club-là qui m'a sollicité parce que voilà, on s'est retrouvé comme ça à une réunion au hasard. Et puis voilà, Maître Eric qui m'a dit, viens, j'ai besoin de tes services parce que je te connais, je te suis quand même depuis un certain temps. Je vais payer ta licence à SCTG parce que je voudrais que tu apportes de ton expérience à, à mes poulains. Donc c'est comme ça que tout est parti. Donc j'ai été très très bien accueilli au club et le retour est assez positif. Assez positif, pourquoi? Parce que ces jeunes-là se rapprochent beaucoup de moi. Par exemple, Kero, qui est champion d'Afrique en moins de 66 kilos, nous sommes en contact. Il m'appelle tout le temps, on parle tout le temps. Déjà que le dernier tournoi de la ville de Yaoundé auquel il est venu participer, c'était en 2021, je crois. Oui, 2021, oui. Il est arrivé. Et puis, c'est moi qui le coachais depuis les gradins. Donc, voilà, je me suis toujours senti à ma place ici. Ces enfants sont très réceptifs. À chaque fois qu'ils sont coincés quelque part, ils viennent vers moi, ils n'hésitent pas à me poser des questions. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Parce que j'ai des blocages ici, j'ai des blocages là-bas. Ensemble, on essaie de trouver des solutions. Donc, je n'ai pas vécu la même expérience que toi, ou du moins, je ne vis pas la même expérience que tu as vécu du côté du Québec là-bas. Donc, les choses se passent plutôt bien. Donc, l'échange est impeccable, quoi. Je suis très Donc, content. c'est des enfants qui n'ont aucune J'espère frustration à venir me poser des questions. chez toi là-bas. Je suis très content. Il faudra Et m'envoyer l'adresse. Peut-être que l'année prochaine. ils aiment bien venir travailler parce que je suis là, ils aiment bien me prendre en sparring. Je te jure, à chaque séance d'entraînement, si je te dis le nombre de fois que les enfants là me dament au sol, tu ne vas pas croire. Ils aiment Bon, bien, ils aiment bien. c'est beaucoup moins violent que certains de nos enfants là-bas à Ouais. Cambrai. Mais c'est bien. Je suis content parce que on a connu des Camerounais très forts en tant qu'athlète. C'est bien qu'on les connaisse Ouais. aussi très fort en tant qu'entraîneur. Et c'est bien que tu donnes cette expérience internationale. Et Ouais. est-ce que là-bas, tu es un employé du club? Est-ce que finalement tu perçois un salaire ou tu le fais de façon bénévole? Ça fonctionne comment là-bas à la SCTG? Alors, je fonctionne de façon assez bénévole. Ok. Je suis bénévole là-bas, je n'ai pas de salaire. Donc, je vis juste ma passion du judo et puis j'apporte mon expérience, comme on dit, le partage.
tu vois, entraîner des prospérités mutuelles. C'est un club qui m'apporte parce que, avec peut-être toute l'expérience que Maître Eric a, surtout au niveau de l'arbitrage, il faudrait aussi rappeler que je suis arbitre continental. J'ai une licence UAJ, UAJC. Donc, Ok. il m'apporte également beaucoup de soutien au niveau de l'arbitrage. D'ailleurs, je vais me relancer là-dedans parce que ça fait longtemps, ça fait quand même assez, ça fait environ 5 6 ans que je paye une licence entraîneur. Et je pense que les prochaines échéances, les stages d'arbitrage, je vais m'engager. Et lui, il m'apporte énormément de soutien là-dedans. Donc, beaucoup C'est de très... connaissances. Il a une très, très belle expérience. Donc, voilà. Je le fais de façon bénévole. Je viens m'entraîner là-bas. J'apporte mon expérience, j'échange avec les enfants, je leur apporte des solutions dans leurs différents blocages et tout. Donc, voilà. Je vis juste ma passion du judo au Gabon. C'est parfait. J'aime ça parce que ça qui nous permet de rester des enfants, de vivre nos passions au quotidien, de faire ce qu'on aime. C'est très, très Ouais. important pour le psyché, c'est très important pour notre équilibre de vie. C'est... Je t'envie quelque part parce que tu réussis à, quel que soit l'endroit où tu es, tu réussis à trouver ce coin de paradis-là, qui est un tatami où tu peux t'entraîner, faire des randonnées. Je t'envie un peu parce qu'actuellement, moi, j'ai des enfants qui sont très jeunes. J'arrive pas à faire des randonnées. Je peux pas faire des randonnées des enfants de 10 ans. Bon, pas en faire, mais je peux pas faire des randonnées au point de transpirer. J'arrive pas à couler une goutte de sueur Ouais. avec. Bon, c'est... Ah non, j'ai des petits ici qui me font transpirer. Après notre causerie là, j'ai entraînement à 19h. Donc, je vais encore tomber. Du temps qu'on va Bon, bien s'amuser encore ce soir. profites-en à fond. Non, Et à- j'en profite au max. c'est les meilleurs moments de nos vies. Alors, dis-moi, Ouais. est-ce que tu as vu la dernière note de la fédération qui parlait des grades honorifiques? Oui, je suis tombé sur cette note-là. Ils l'ont partagée dans le groupe officiel de la fédération sur WhatsApp où je suis. Alors, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que 3 de mes mentors ont été nominés. Tu as Maître Bell qui est passé 7e dan, Maître Makanda qui est passé 6e dan et Maître Kwetezempol. Pour ceux qui ne le savent pas, Maître Kwetezempol a été mon tout premier entraîneur de judo. C'est lui qui m'a montré comment on attache la ceinture. J'espère que tu le connais. Oui, de non. J'ai Oui. jamais eu la chance de traîner avec lui. Alors, c'est l'entraîneur d'un tout petit club de judo au Cameroun, loin là-bas, dans l'ouest du Cameroun, à Bouddha. Ma fille a commencé, je pense, ma fille a commencé. Non, non, ma fille a commencé le judo à Bafoussam. C'était pas à Bouddha. Mais on les a rencontrés quand j'étais très, très jeune. Je pense que j'avais 12 ans ou 11 ans et demi. On a fait un tournoi contre eux. Bon, c'était un tournoi par équipe qui se déroulait à l'ouest et on les a affrontés. On les avait battus. C'est la Ouais. seule fois que je les ai rencontrés. Je pense qu'une autre fois, il y a eu une Coupe du Cameroun à Tchang ou à Bafoussam. Ouais. Je ne suis pas sûr que je les ai vus longtemps parce que je crois qu'à l'époque, ils avaient plus une pépinière. C'était plus des enfants du judo que des seniors. Plus les enfants. À Bouddha particulièrement, c'est beaucoup plus le mini judo. Une voix, mais je pense qu'ils avaient combattu. C'est beaucoup plus le mini judo. Donc j'étais très et Maître Kwetezempol, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour le judo à l'Ouest, beaucoup. Donc j'étais très heureux de voir son nom dans la liste des promus au grade de 6e dan. Maître Makanda, qui est mon papa, c'est lui qui m'a évalué quand je passais mon 4e tout récemment au pays. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le voir passer également au 6e dan. Et Maître Bell aussi, je suis particulièrement content parce que je pense qu'avec toute l'expérience et tout ce qu'il a pu apporter au judo camerounais aujourd'hui, tu sais, beaucoup de générations de judokas sont passées entre ses mains. Beaucoup. Aujourd'hui, l'entraîneur national masculin particulièrement, c'est un produit de Maître Bell. Oui, ça Tu c'est vois? vrai. Ouais, ça c'est un produit de Maître Bell. Il y a beaucoup de nos champions qui sont passés. Tu as les Si Cheping, les Wenjam, Hélène Weze,
et Wantiep, les Montrédonal et tout ça, Moukété, Belfranc, tout ça, c'est les produits de Maître Bell. Donc, il y a beaucoup de générations de judokas qui sont passées entre ses mains. Aujourd'hui, je pense que c'est la reconnaissance qu'il fallait pour l'encourager à continuer malgré son âge. C'est un papa aujourd'hui. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a pratiquement tout enseigné. Et puis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, Il y a pour ça, le je vais... Oui. 55, non? Bon, pour les autres promus, je ne les connais pas beaucoup. Je ne les connais pas beaucoup, à part quelques-uns que je voyais à Douala chez les vétérans. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de voir que on les nomine, qu'on les grade. Mais après, ce que j'exhorte, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est que euh, nos, comment je vais les appeler, nos papas. Tu vois, moi, je les appelle toujours nos papas. J'aimerais qu'ils soient encore un peu plus actifs. Tu vois, parce que après, il y a beaucoup qu'on ne voit pas, il y a beaucoup qui ne sont pas, qui sont pas très actifs. Comment Je je vais être regarde avec toi. cette Je vais liste-là, être pour avec ceux que toi, je Joe. connais, Moi, je suis intéressé par ça. Oui, Je vais te Alexis. dire, je suis très content pour vraiment les hauts gradés. Je veux dire, sur la liste, tu as des gradés du 8e au 6e dan. Et 6e dan encore, c'est entre guillemets. Je suis content. Je pense que c'est quelque chose qui fait du sens à un moment donné. Pour accéder à ces grades-là, surtout au 7e et au 8e dan, ça ne passe plus par des passages de grades, ça pas des Non, pas passages du tout. c'est une reconnaissance de la communauté. Ouais. Et puis pour les 6e dan, c'est un peu comme dans une zone grise. Normalement, ça passe par pas seulement une reconnaissance, mais il faut une production, quelque chose que tu fais, que tu es en train de faire. Parce que 6e dan, tu es supposé être quand même encore actif et relativement jeune. Mais pour les. Déjà, je suis un peu mal à l'aise par rapport au nombre de personnes. On parle de 55 nominations. 55. 55. Il y a pour les 8e dan, ils sont 3 8e dan, 9 7e dan, 14 6e dan, 9 5e dan, 9 4e dan, 6 3e dan et 5 2e dan. Ouais. On va mettre 6 on va dire 6 deuxième dan parce que il y a dans la liste, il y a comme un doublon, il y a un numéro 1 deux fois. Donc, en fait, ils sont 56. Tu vois? Ouais. Donc, 56 nominations, je trouve que ça fait beaucoup, premièrement. Deuxièmement, je trouve que faire des nominations à titre hors posthume, parce que je peux comprendre quelqu'un qui a été judoka toute sa vie, qui est décédé en étant en premier dan, qu'on lui donne le deuxième dan à titre posthume, ça fait du sens. Je veux dire, pour l'ensemble de ça, tout ça, ça fait du sens. Mais être deuxième dan, sans premièrement faire un passage, sans qu'on ne te voie, parce qu'il y a beaucoup là qui sont des gens qu'on ne voit plus depuis un certain temps, sans qu'on ne te voie, sans que tu ne participes activement, sans que tu ne te développes, parce que les gens ont l'impression que les grades, c'est comme les grades, c'est pas comme les grades en judo, c'est pas comme les grades dans l'armée. Ce n'est plus comme les grades en armée. Les grades en judo, ce sont des marqueurs d'un processus spirituel ou d'un processus initiatique qui est la voie de la souplesse. Tu es sur une voie, donc tu es sur un chemin et tu évolues dans ce chemin-là. Et quand tu es premier dan, tu deviens comme un vrai élève. Donc tu deviens comme quelqu'un à qui on peut commencer à enseigner des choses. Quand tu es deuxième, troisième, tu deviens un vrai disciple, le niveau déchi. Quand tu passes quatrième, cinquième dan dans les deux prochaines dan, tu es dans la phase Renchi, dans la maîtrise extérieure. Puis tu vas à la phase Kyoshi, qui est à sixième, septième dan, donc la maîtrise intérieure, parce que le judo, le processus initiatique judo, s'assimile un peu au processus initiatique des sciences mystiques asiatique où on va toujours de l'extérieur vers l'intérieur, du corps vers l'esprit. Donc, tu pars, commences Chi, tu commences à devenir un vrai disciple. Ensuite, tu pars Renchi, maîtrise extérieure, puis Kyoshi, maîtrise intérieure.
Et puis maintenant, 8e, 9e dan, c'est Hanshi, métis intérieur-extérieur unifié. Puis tu deviens 10e dan, tu es un trésor vivant. Donc, on te considère comme quelqu'un qui a tellement apporté à la communauté, a tellement apporté à l'humanité que tu deviens un trésor vivant. Donc, est-ce que ces personnes-là ont entrepris ce chemin-là? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que quelqu'un qui n'arrive pas à apporter le judoji une fois par semaine est toujours dans ce processus, est toujours dans la voie de la souplesse? Tu comprends ce que je dis? Donc, Ouais. je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions à la fois sur le message qu'on envoie à l'intérieur de ces grades honorifiques pour des gens qui sont actifs, qui sont jeunes, pour la plupart, qui sont encore en pleine possession de leurs moyens physiques. Pour pouvoir faire des examens, pour pouvoir passer des grades. Entraîner, de partager, de donner, parce que le judo, c'est pas seulement dans les gradins, c'est venir, c'est de porter le judo, s'entraîner, faire les choses, monter, descendre. Je veux dire, si quelqu'un qui est autant occupé que le président Poutine réussit à pratiquer de temps en temps, s'attend à ce que les gens un peu moins occupés que lui aient plus de temps pour pratiquer. Tu comprends ce qu'il dit? Ça, c'est la partie qui me gêne. L'autre partie qui me gêne, c'est que on est en train de construire une école, pas une école, on est en train de construire un réseau de gradés où les plus nombreux sont ceux qui sont des grades honorifiques. Parce que quand tu regardes les passages de grades normaux, la liste de ceux qui réussissent, souvent c'est dans ces proportions-là ou même un peu moins. Donc finalement, les grades honorifiques vont devenir la norme, vont devenir les plus nombreux, vont devenir... Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que notre tissu technique se détériore? Parce que si tu as, disons, prenons chez les 6e dan, ok? Chez les 6e dan, tu en as combien? Tu en as 14. Tu as 14 6e dan aujourd'hui qui sont honorifiques. Bon, imaginons que dans les 14 6e dan qui sont honorifiques aujourd'hui, que le total des 6e dan qui est au Cameroun, qu'il y en ait 20, qui est 20 6e dan au Cameroun. Dans les 20 6e dan au Cameroun, tu en as 14 qui sont honorifiques. Ça veut dire que dans les 20 6e dan qui est au Cameroun, il y a 14 dont on ne sait pas quel est le vrai niveau technique. Ça veut dire que quand on va construire les fondations de notre judo en sachant qu'on a des gradés qui sont la fondation, parce que les gradés, c'est la fondation de notre niveau technique. La fondation de notre niveau technique, ce sont des gens dont on ne connaît pas le vrai niveau. Ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus alarmant que tout le reste. Oui, parce que là, on part sur des bases erronées, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui me gêne parce que est-ce que c'est la vision qu'on a de la compétition technique sur le long terme qu'on veut avoir de notre judo? Parce qu'à la fin, toi, Joe, tu vas venir organiser un training un peu à Douala. Tu vas faire ça là-bas à Cambrai. Et puis, tu auras 8, 9, 6e dan qui vont arriver et qui vont prendre le contrôle de la séance parce que logiquement, ils sont plus gradés que toi. OK? Mais ils vont prendre le contrôle de la séance. Mais ils vont prendre le contrôle de la séance, pas parce qu'ils estiment que techniquement, ils ont des choses plus intéressantes à offrir, mais parce qu'ils sont plus gradés que toi. Parce que finalement, le judo, c'est un art martial, donc il y a ce respect du grade. Mais ce respect du grade va donc leur permettre d'avoir accès, va donc leur permettre d'avoir le leadership sur des choses techniques pour lesquelles on n'est pas sûr de leurs compétences. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette compétence, je dis qu'on n'est pas sûr de leurs compétences, parce que c'est ça le rôle des processus d'examen, c'est de vérifier que tu as la compétence. Mais comme on n'a pas vérifié, on n'est donc pas sûr de la compétence, et donc, étant les plus nombreux, finalement, on se retrouve avec un tissu technique un peu flouté. Moi, je pense qu'il y a un risque. Pas un risque aujourd'hui, le risque ne va pas se ressentir aujourd'hui en mars 2023. Mais ça va se ressentir en mars 2025, en mars 2026. Je soupçonne que ça peut être un problème. Et la troisième chose qui me gêne, finalement, c'est le message. C'est que si tu as 14 personnes qui ont le grade honorifique, en n'ayant pas fait d'examen, en n'ayant pas fait le processus initiatique normal, qu'est-ce qui incite les autres à payer et à faire le processus initiatique normal?
Il y a Ça, beaucoup c'est de la cinquièmes, question. il y a beaucoup de cinquièmes dan actuellement. Qu'est-ce qui va les inciter, eux, à se préparer à dire, je vais apprendre les katas supérieurs parce que je veux être haut gradé? Qu'est-ce qui va les amener à faire ça? Qu'est-ce qui va les amener à se développer? Puisque ça va qu'à la fin, on peut avoir ça de façon honorifique. Tu comprends ce qu'il dit? Oui, Et je donc, comprends. ça peut biaiser le processus. Donc, ce sont ces trois choses-là qui, pour moi, me posent un problème. Après, je suis très content pour beaucoup d'entre eux. Pour Maître Bell, par exemple, c'est une chose absolument normale. Je pense que ça c'était une chose absolument anormale que pendant si longtemps, il a été seulement sixième dan. Pour moi, c'est Ouais, comme... sixième Voilà. les sixièmes depuis 2011. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme un retour à la normale. Mais pour beaucoup d'entre eux, je vais le dire en étant franc, ils ne méritaient pas d'être là. Ils ne méritaient pas d'être là. Maintenant, si le ressort, c'est un ressort politique, bon, ça ne rend pas ça plus légitime. Ça donne juste une explication, mais ça ne rend pas ça plus légitime. Parce qu'à la fin, les présidents s'en vont et s'en viennent, les grades restent. Le judo est éternel, nos grades sont éternels. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on construit. Donc, c'était mon feeling par rapport à la situation. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ferme l'antenne? Un mot de la fin? Non. Bon, Non, moi, par rapport au grade, tout ce que j'espère, c'est juste que ces nouveaux gradés vont, pour ceux qui ne sont pas actifs, que cela puisse être une motivation pour eux de revenir sur la scène du judo et de pouvoir apporter je sais pas, de leur expérience, que ce soit sur le plan technique, que ce soit, quel que soit ce qu'ils peuvent apporter. De toute façon, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient actifs. Donc maintenant, pour ceux qui sont actifs, déjà que ce soit une source de motivation pour être encore plus actifs. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous, parce que ce n'est pas une main qui fait le fardeau, c'est plusieurs mains qui attachent le fardeau. Donc voilà, félicitations à tous ceux qui ont été promus. Et puis, bon, voilà, nous sommes derrière, on suit tout simplement la voie. Merci Joe, merci d'avoir été parmi nous pendant ces quelques minutes. Je te souhaite beaucoup de chance dans la CTG et de saluer tous mes frères et sœurs du Gabon. Aujourd'hui, c'était le premier épisode de Randori avec Alexis. C'était un très beau Randori avec Joe. Il y a eu beaucoup de... on a eu beaucoup de situations de transition, de boussole. C'était excellent. Un plaisir de te parler avec toi, Joe. Et puis, bonne journée et puis bye bye. Merci Alexis, le plaisir est partagé. C'est plutôt un honneur pour moi d'être le premier mis en tête dans dans cette rubrique-là. Bon, voilà, c'est une superbe initiative. Comme ça nous permet d'être en contact, d'être tout le temps rapprochés et puis voilà, d'échanger sur l'actualité du judo camerounais, voire même international. Donc pour moi, c'est plutôt un honneur et c'est moi qui te remercie, Alexis. Merci. Plaisir partagé. À la prochaine.